Je vais attendre de voir, pardon. Je suis désolée. Aventura, c'est l'amour, c'est la vie avec toi. L'Aventura, c'est la vie. Donc ce soir, on est très heureux d'avoir Sophie Le Tourneur. Je te donne le micro, qui était déjà venue il y a quelques années pour Voyage en Italie en 2023. Ouais. Hein, et je réécoutais la discussion, c'était très, ça m'a, je sais pas, c'était intéressant aussi parce que ça m'a remis dans le film, ça m'a remis dans Voyage en Italie et dans ce qui m'avait touché, ce qui m'avait un peu perdu. Et là, en repréparant l'Aventura, je trouve que c'est intéressant parce que voilà, on est dans un deuxième volet, donc on va parler de tout ça. Tu vas nous parler de tout ça. Et on s'arrêtait dans Voyage en Italie avec un hors-champ qui était quand même assez important, à savoir les enfants. Et là, dans l'Aventura, donc, qui sort en DVD. Merci Arizona aussi, Arizona Film. Morgane, merci. Et donc, dans ce volet 2, le duo se transforme en quatuor parce qu'il y a les enfants qui sont là. Donc, peut-être parle-nous un peu de ce projet, comment il est venu, comment tu l'as, la genèse de ce film, comment il s'est fabriqué, voilà. Bah en fait, c'est très simple. Hein. En vrai, j'ai écrit Voyage en Italie et l'Aventura en même temps. J'ai d'abord, en fait, ça a commencé avec Voyage en Italie parce que j'ai eu l'idée de faire un film sur un couple qui prend quelques jours pour retomber amoureux de façon un peu forcée, hein, comme ça, sur 4 jours en Italie. Et je trouvais ça drôle parce que, bon, moi, j'ai eu l'idée parce que c'est ce que j'avais vraiment vécu, mais je regardais autour de nous et j'avais l'impression qu'il n'y avait que des couples comme nous. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire une comédie autour de ça, en m'inspirant à la fois de nous, mais de tous les autres que je voyais autour de nous qui finalement vivaient la même chose. Et je trouvais ça assez drôle. Donc c'est parti comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai enregistré. Là, je reparle de Voyage en Italie, mais oui, pour contextualiser, j'ai enregistré le récit de notre voyage pour en faire un scénario. Et en l'écoutant, je me suis dit que le lien, en tout cas l'amour qu'il y avait dans ce couple était contenu dans cet enregistrement. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler les bandes-son. Et je pense que ma fille m'a entendu travailler les bandes-son ou parler de ce projet. Et donc ça, c'était en 2016, à Pâques en 2016, que j'ai enregistré, que je suis partie faire ce voyage et que j'ai enregistré. Et l'été 2016, donc elle avait 9 ans et Raoul avait 3 ans. Et c'est elle qui a décidé d'enregistrer les vacances au fur et à mesure. Mais je pense parce que comme je bosse chez moi, elle a dû m'entendre écouter et monter les bandes-son du récit du voyage. Et elle a dû se dire qu'elle voulait le rôle principal dans ce film. Et donc le film s'ouvre. Le film s'ouvre là-dessus, sur cette phrase-là, ça y est. Voilà, c'est ça. Donc c'est le premier enregistrement que Claudine a fait en 2016. Donc il y a eu, je pense, une dizaine d'enregistrements en tout qui ont ponctué les vacances et qui servaient aussi qui pourrait la replacer au centre de cette famille et puis aussi qui faisait comme un jeu en famille, quoi, comme une occupation entre nous, parce que finalement on passe beaucoup de temps ensemble en vacances, beaucoup plus que quand il y a l'école. Et ça a été le début, en parallèle j'ai commencé à trifouiller ces bandes son, à la fois celles que j'avais enregistrées pour Voyage en Italie et celles pour l'Aventura. Il n'y avait pas encore 2 films à l'époque. Et après, j'ai tout laissé de côté pour faire Énorme. Le film avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Ça. Donc j'ai un peu tout laissé, mais j'avais quand même retranscrit tous les dialogues des bandes-son. Et j'avais commencé à faire des projets Pro Tools parce que je monte mes bandes-son sur un logiciel de montage son. Donc il y avait quand même quelque chose qui était en place. Il y avait peut-être déjà quelques coupes, il y avait des trucs. Et quand j'ai terminé Énorme, j'ai réfléchi à comment faire vivre tout ça. Donc à la base, j'avais même écrit une série
Enfin, je m'étais dit ça pourrait être sous forme d'épisode. Non, ça me fait D'accord. un épisode. Il y avait 3 épisodes, je crois. Et puis finalement, en discutant, oui, il y a eu aussi la décision de monter ma boîte de prod. Je pense qu'il fait aussi vraiment partie du projet. Tourne-film. Tourne-film. Il se trouve qu'on a eu de l'argent pour faire voyager. Et cet argent a été aussi une base pour pouvoir avancer dans l'Aventura. Voilà, parce que en fait, ça circule quand même un peu l'argent. Et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas eu d'argent pour faire l'Aventura, très peu. Et donc, c'est un film qui s'est fait... Enfin, je ne sais même pas comment on a réussi à le faire, mais bon, on l'a fait. Et je suis très contente. On l'a fait avec moins de 300 000 €. Donc, c'est vraiment rien. Un budget de moyens. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'on avait fait celui d'avant, qu'on l'avait fait avec cette équipe-là. Enfin, c'est pour ça que je pense que c'est important de considérer la production des fois comme quelque chose qui fait aussi partie de l'articulation entre les différents films, parce que par exemple l'Aventura ne pourrait pas exister si avant j'avais pas travaillé avec la même équipe. En les payant correctement. Enfin, voilà, il y a quand même et il y a du matériel qu'on avait acheté pour voyager en Italie, dont on a pu se resservir. Donc il faut regarder la production de l'Aventura au regard de ce qu'a été la production voilà. Comme une sorte de projet. Voilà, c'est ça. Et même dans l'économie de temps, de travailler avec des gens avec qui on a déjà travaillé, etc. Enfin bon, il y a plein de choses en fait. Même s'il y avait des nouvelles personnes, dont Cyprien, qui est ici, qui était mon assistant sur le film, qui n'avait pas travaillé sur Voyage en Italie. Mais 2 personnes en plus. Mais pour moi, c'est important de mêler les deux, de rapprocher les deux. Alors, mais ça, j'aimerais bien que tu nous parles de ça, parce que c'est intéressant, ta façon de tourner, ta façon de... Là, tu parlais de ces bandes audio qui sont une matière première essentielle à la construction de ton film. C'est pas seulement une idée de film, parle-nous de cette façon-là de retranscrire ce que tu vas demander aux comédiens, comment tu vas écrire ton scénario, ce que tu vas demander aux comédiens, le travail avec l'oreillette, toute cette reconstruction, toute cette articulation. Voilà. Ouais, je pense que j'adore travailler le son, les voix. J'aime beaucoup travailler le son en amont, et je pense qu'il y a un truc autour du rythme. La matière en fait du son, de la conversation et tout ça, pour moi c'est une matière en soi, c'est pas seulement une enveloppe pour mettre des informations narratives. Et donc je pense que c'est pour ça que je préfère la travailler dans la matière en montage son plutôt qu'en écriture avec un papier et un crayon. En fait, j'ai l'impression qu'il y a d'autres informations qui passent, qui sont moi les informations qui m'intéressent, mais qui sont des informations différentes par rapport à des dialogues qui seraient plus utiles par rapport à un récit plus classique. Et c'est des informations qui passent de façon plus souterraine, je pense. Voilà. Mais même un exemple de ce qui pourrait être une scène entre guillemets ratée, où il y a une sorte d'enchevêtrement de dialogue, où tout le monde parle en même temps, et voilà, c'est une matière importante et travaillée chez toi. Souvent même l'enchevêtrement, c'est quelque chose qui est fabriqué. Moi j'aime bien, en général il n'y a pas beaucoup de vide dans mes films, donc c'est vrai que j'aime bien travailler les sons un peu ou les mots comme des petites briques. Donc j'ai plutôt tendance à contracter les bandes son plutôt qu'à les... Voilà. Et même à un point, c'est-à-dire que j'étais tellement précise et obsédée par la rythmique finalement que j'avais moi-même composée,
qu'au montage, alors qu'il y avait quand même des oreillettes avec les bandes son montées dans nos oreilles, donc déjà au niveau de comment on parlait, il fallait que ce soit exactement le même tempo, mais au montage, des fois, je retrouvais plus mon rythme, et rien qu'avec une coupe ou un truc, donc j'avais mis les bandes son carrément dans le montage pour pouvoir monter exactement comme la bande son. Tellement ça me dérangeait, quoi. Mais alors, donc tu vas mettre dans l'oreillette de ton comédien exactement le texte ou presque la voix de ce qui a été vécu 4 ans, en 2016 en vacances auparavant, dans l'espoir, dans le souci de quoi, c'est-à-dire d'une restitution d'un réel ou c'est quoi l'objectif ou c'est pas un vrai réel parce que c'est des bandes son qui ont été très travaillées. Des fois, il y a des phrases qui sont issues d'un autre enregistrement ou d'un autre moment. D'accord, ok. Il y a c'est un réel quand même qui est refabriqué et qui devient un objet esthétique en fait pour moi, enfin qui devient quelque chose de musical ou. Donc, pour moi, c'est comme si je dirigeais un acteur, mais en fait, ça va plus vite de directement lui mettre le rythme et comment ça doit être dit dans l'oreille. Mais après, tous les acteurs n'aiment pas forcément, je pense, cette façon de faire. Mais Philippe Catherine, il adorait. Mais voilà, mais exactement. Là, tu me voles ma transition, mais il y a un super entretien bonus dans le DVD de Philippe Catherine. Et je trouve que il est plein de compliments à ton égard parce qu'il dit quand on travaille avec Sophie Le Tourneur, on en ressort quelque part différent, transformé. Genre, il en parlait avec Jonathan Cohen qui lui disait la même chose. C'est quand même une expérience pour un comédien. C'était un beau compliment, je trouve, et en même temps avec il avouait lui-même que ça allait lui prendre énormément. C'est un investissement. C'est un investissement que tu demandes à tes comédiens. Parle-nous de ce travail avec Philippe Catherine pour ce deuxième volet. Ça a été peut-être plus facile. Moi, je le trouve incroyable. Dans le film, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Lui, c'est Jean-Phi, c'est le beau-père. C'est le beau-père de ta fille. Ouais. Et on sent qu'il est là dans le film, il cherche sa place, il sait pas où se foutre quoi, tout au long du film. D'ailleurs, à la fin, sans spoiler, il prend la tangente quoi. Mais je trouve qu'il l'incarne quand même. C'est un contrepoint au film qui est quand même et sur son cette colère là rentrée. En même temps, il est au bord de l'explosion et en même temps, il est capable de parler à son fils, quand même avec un agacement modéré. Mesuré. Non, c'est vrai qu'il est assez inquiétant. Je finis juste, et il a adoré donc l'oreillette parce que voilà, pour lui, parle-nous de ce travail-là. On l'avait déjà expérimenté sur Voyage en Italie, ce système d'oreillette. C'était la première fois que je faisais système d'oreillette. Et c'était pas du tout gagné qu'il arrive à... En fait, il y a des gens, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'il faut être dans un état hyper bizarre parce qu'on a toutes les voix de tout le monde. On a toute la bande-son. Donc, c'est comme si c'est un espèce d'opéra à plusieurs voix et qu'on devait tous dire la phrase qu'on doit dire sans écouter vraiment les autres, mais sans être en retard. Et, faut être dans un état spécial. Pour moi, c'était facile parce que je connaissais tout par cœur. Ça fait des années que j'écoute en boucle tout ça. Bérénice, qui joue Claudine, la petite, elle avait vraiment bien bossé le truc. Puis à cet âge-là, on a une super mémoire et tout. Donc voilà. Mais Philippe, son truc, c'était de ne pas écouter du tout avant que ça tourne. C'est ça son kiff, en fait. Et c'était drôle parce que des fois... on faisait ça de façon assez artisanale, donc c'était des pistes dans l'ordi, et donc après ça passe à la scène d'après. Donc des fois, il disait la phrase d'après, de la scène d'après, mais parce qu'il était télécommandé, quoi. Mais il adorait ce truc-là. Je pense que ça lui faisait un effet de sortir de lui-même et en même temps d'être complètement lui, du coup. C'est un espèce de double truc. Et de se débarrasser de plein de choses sophistiquées, d'être un peu nu comme ça. Voilà.
Il y a un truc un peu d'hypnose bizarre. Mais je pense que c'est ça l'effet que ça lui faisait. Et du coup, je trouve que, alors que dans Voyage en Italie, c'est un personnage beaucoup plus burlesque, le film est beaucoup plus burlesque et beaucoup plus facile, je trouve, peut-être plus drôle aussi. Là, le film est plus sombre, plus profond, et je trouve que son personnage est beaucoup plus complexe et plus humain, quoi, quelque part, parce que Voyage en Italie, c'est un peu aussi une blague, c'est un film blague un peu. Là, je trouve que ça va ailleurs, quoi, et je pense que, oui, pour lui, c'était nouveau, ça, de pas être que dans la blague ou que dans quelque chose d'un peu second degré. Il y a un vrai truc... une zone de confort pour lui aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, il y a un vrai truc dérangeant, un peu inquiétant. Et je pense que lui-même, il a 3 enfants. Et je pense que... Enfin, j'en suis sûre, d'ailleurs, ça lui est pas étranger, en fait, ce que raconte le film. Tout le monde a vu le film ou certains... Qui n'a pas vu le film, peut-être? Oui, vous aussi, pas beaucoup. Il y a déjà des questions, là, parce qu'on est un peu... Ouais, allez. Merci. Moi, je voulais en savoir plus sur votre travail avec les enfants, comment vous avez choisi les enfants, tout ça. Justement, j'ai bossé avec Cyprien. Les enfants, j'ai mis une annonce sur Instagram. J'ai pas pris de dire de casting ou quoi, parce qu'en plus je trouve que, déjà j'ai jamais pris de directeur de casting pour mes films, c'est une partie que j'aime bien faire, et je trouve qu'aussi je sais pas, avec les enfants il y a un vrai truc de confiance, et puis j'avais pas du tout envie de prendre des enfants d'agence. C'était, donc il fallait que ce soit des enfants dont les parents aiment mon travail déjà, parce que sinon ça allait être trop galère, ils n'allaient pas comprendre, donc il fallait qu'ils adhèrent. Voilà. C'était un casting de parents aussi. Les parents étaient sur le plateau, hein? Ouais. Ah c'est obligé. Oui, c'est obligé, oui. Mais ils m'ont beaucoup aidé. Beaucoup, c'était... Voilà. Sa mère est beaucoup dans le film, en fait, au petit. Elle est habillée comme moi et tout ça, mais c'est elle qu'on voit. Certains plans, c'est... Ouais, quasiment tous les plans de contact physique, c'est le corps de sa mère. Incroyable. Donc on a beaucoup triché. C'est un mélange de plans documentaires, de plans de fiction, etc. Et du coup, j'avais besoin d'une participation permanente des parents. Alors pour Bérénice, c'était différent. Bérénice, je l'avais rencontrée parce qu'à un moment, je voulais faire l'Aventura, parce que moi non, c'est pas que j'étais plus enthousiasmée par l'Aventura, mais pour moi, c'est le film le plus important des deux. Et je voulais le faire en premier. J'avais rencontré Bérénice une première fois, qui était la voisine d'une de mes super copines. Et je l'avais trouvée géniale. Et donc, elle avait 9 ans à l'époque, l'âge de Claudine, quand elle a vraiment enregistré. Et finalement, j'ai eu de l'argent pour Voyage en Italie, donc j'ai fait Voyage en Italie. Et quand j'ai repris pour l'Aventura, donc elle avait 12 ans. Elle n'avait plus du tout l'âge du personnage. Donc, je me suis dit, je vais faire un casting, je vais rencontrer d'autres gamines. Et puis, en fait, j'arrivais pas à l'oublier. Donc, j'ai changé l'âge du personnage. Et déjà, il y avait eu un transfert, finalement, entre Claudine et Bérénice. Parce que ce qui est compliqué, c'est de trouver des enfants qu'on a envie de filmer autant que nos propres enfants. Donc, c'est compliqué, ouais. Merci. Attends. Raoul, est-ce qu'il avait une oreillette dans l'oreille? Non, c'est une bonne question. Raoul n'avait pas d'oreillette, heureusement. Raoul, est-ce que c'est ton vrai fils? Non. Mon vrai fils, en fait, c'était en 2016. Donc là, par exemple, Raoul, aujourd'hui, il a 12 ans et demi. Voilà. Moi, je voulais que vous en disiez un petit peu plus sur ce travail du son, parce que je trouve que quand on voit les 2 films, et surtout le dernier, ils sont effectivement extraordinairement complexes, je trouve, dans leur... Et j'arrive pas à comprendre, du coup, d'un point de vue pratique ou technique, comment vous faites avec des bandes-son qui sont des conversations vraiment quotidiennes, et de n'avoir que ce matériau-là.
pour après faire ce travail de montage. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus ce dont vous parlez, cette espèce de travail de montage, en quoi ça consiste? Est-ce que c'est un montage en vue d'une construction du film auquel vous avez pensé? Enfin, comment ça se... En fait, il y a plusieurs choses. Enfin, d'ailleurs, il y a un bonus DVD dans le film où j'explique assez bien. Quelqu'un que je connais qui a fait des impros aussi sur mes films là derrière. Donc, en fait, l'idée, c'est que le matériel premier, c'est ces enregistrements. Imaginons donc l'enregistrement de Claudine qui dit « Bon, allez, maintenant, on va raconter, on va commencer par le début. » Donc, on raconte le train, le truc, la couchette, etc. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de monter cette bande-son, enfin, de monter cette discussion comme une scène où je trouve qu'il y a plein de trucs qui prennent sens et de faire un truc qui me plaît et qui dit des choses sur les personnages et sur les relations qu'il y a entre les personnages, tout en restant naturel, mais j'aime bien quand il y a des trucs marrants aussi. Voilà. Et en fait, à partir de là, j'écris, il y a 2 catégories de scènes. Il y a les scènes de raconter et les scènes de vécu. Et donc, par exemple, elle est en train de raconter un truc. Elle dit, oui, par exemple, toi, maman, t'étais stressée à cause de la barrière enfant. Donc, on commence à rigoler avec ça. Et donc, j'écris une scène de vécu sur le moment de la barrière enfant. Parce que quelque part, ces enregistrements, ils sont là pour écrire les scènes de vécu. Voilà, c'est ça. Donc en fait, en gros, il y a 2 types de scènes. Les scènes de raconter où on a les oreillettes et les scènes de vécu où on n'a pas d'oreillettes. Sauf dans Voyage en Italie, mais là, c'est pas le sujet. Mais là, on n'avait pas d'oreillettes pendant les scènes de vécu. Et là, ce qui était intéressant, c'est que dans Voyage en Italie, il y a une scène de raconter. Et tout le reste, c'est des scènes de vécu. Et là, j'aimais bien le glissement que des scènes de raconter deviennent des scènes de vécu. Enfin, en fait, on ne sait plus. Et c'est ça qui m'amusait aussi dans la construction du film. Et petit à petit, ça a été un jeu de puzzle pour passer des scènes de vécu aux scènes de raconter et de voir comment elle-même s'emboîtait et comment tout pouvait être pris dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'il y a des... On ne sait plus trop où on est dans le temps, quoi. Voilà. Après, on peut reconstituer. En fait, si on reconstitue, il y a vraiment un début, une fin et une vingtaine de jours de vacances. Mais voilà, c'est ça qui était super marrant au moment du scénario et qui... Alors, après, ce que j'ai fait, c'est que pour vérifier que ça marchait bien et que ça marchait bien de façon organique et concrète, parce que le scénario est illisible, hein, bien sûr. Enfin, c'est hyper compliqué. J'ai été, avec mes enfants, on a été tourner tous les plans du film, juste avant de tourner Voyage en Italie, d'ailleurs, avec le matos de Voyage en Italie. On a été tourner tous les plans du film et j'ai pu faire une maquette du film entier, où j'utilisais les enregistrements et où on est avec mes enfants et on lit, on a le scénario comme ça. Enfin, il y a des images. C'est assez marrant parce que quand j'ai monté le DVD, le bonus DVD, je revoyais les images, les images de la maquette du film. Enfin, c'est vrai que c'est assez proche en fait. Hein, c'est assez marrant. Et donc, il y a même une partie de la structure qui a été trouvée avant le montage. C'est pas un film qui a été écrit au montage, même si j'ai passé 9 mois en montage pour trouver un... J'ai l'impression qu'au montage, c'est vraiment le rythme ou Ouais, il y a eu quelques trucs en fait qui se sont décalés dans les allers-retours. Il y a beaucoup de raccords qui sont restés entre les différentes temporalités et tout ça. C'est plutôt des gros blocs, c'est-à-dire que dans le scénario originel, il y avait énormément de flashbacks pendant la scène de la sieste, qui est la scène centrale du film. Et quand j'ai commencé à monter cette scène de sieste, c'est la scène qui a été la plus dure à monter et à trouver. Je me suis dit, mais en fait, ce qui est beau, c'est que d'un coup, il n'y ait plus de flashback quasi. Enfin, voilà. Et donc, je voulais que ce centre... Donc, ça a changé la structure un peu du film. Mais c'était le jeu et c'était un film extrêmement ludique à monter, quoi. Non, mais c'est intéressant de voir quelque chose quand même d'aussi construit. Et un sentiment en tant que spectateur au début, en disant... le sentiment de voir un film en train de se faire
et en même temps, en l'écoutant, on se rend compte que c'est vraiment très... Là, c'est curieux parce que ce matin, je revoyais, mais je l'ai plus réécouté. Je ne voyais pas trop l'image. Et c'est un film qui s'écoute aussi, qui s'écoute énormément. Et évidemment, quand les images donnent une information, mais l'écoute est très, très riche, travaillée. Les registres de voix, les intensités, tout ça. Et c'est agréable aussi. C'est très... oui, j'espère. Non, mais c'est vrai qu'il y a un soin... Il y a un soin au son et surtout une recherche, par exemple au son. Je suis passée par plein d'expérimentations, de déphasage, rephasage du son. Il y a des moments, il y a juste un mot qui est rephasé. En fait, c'est hyper sophistiqué. Enfin, on dirait pas comme ça parce qu'on se dit c'est la vie telle qu'elle vient et tout, mais en fait c'est très sophistiqué le son. Enfin, les personnes avec qui j'ai travaillé, vraiment, je chipote sur le moindre truc. Et puis le son fait écho. Juste une chose ce moment où tu gonfles ce ballon, où tu hurles, et ce qui est un cri qui est ultra strident, agaçant et tout ça. Et en même temps, je sais pas, non mais ça résonne, ça dit quelque chose. Je sais pas. J'ai dû le rephaser celui-là. Non mais il est en dehors du spectre, quoi. Non mais c'est un jeu par exemple, comme ça. Et puis c'est toujours ce jeu entre souvenirs, raconter, scène vécue, scène souvenir. Et en fait, on a beaucoup joué là-dessus sur les ambiances, sur justement, ce moment-là, c'est un moment où l'ambiance rentre petit à petit parce qu'on va arriver à une scène de vécu qui est la scène Je veux de l'eau. Enfin, c'est le nom de la scène. Cette scène-là, on est dans un son réaliste et avant, on glisse. Et au tout début, le son n'est pas réaliste. Donc, il y a cette voix qui arrive et qui résonne et qui presque cauchemardesque en fait. Et voilà, donc la perception du son, mais c'est vrai qu'on peut travailler la perception du son de façon beaucoup plus invisible que l'image, bizarrement, mais alors que c'est extrêmement formaté en général par les techniciens. J'ai la chance de travailler avec des techniciens qui ont envie de prendre des risques et tout, mais c'est pas tous. Une question, préparez vos questions, mais par rapport, pour venir à l'image quand même, moi j'aime beaucoup comment, quelque part, tu encombres le cadre, quoi. Comment le cadre se remplit. Ça, je trouve ça très agréable, et je trouve que par rapport à Voyage en Italie, justement, où l'enjeu était ailleurs, là, il y a vraiment un enjeu de un individu. Comment être un individu dans un groupe, quoi. Comment arriver à se décoller et jusqu'à la balade de Jean-Phi quelque part, et on est l'exemple, mais comment rester un individu dans un groupe qu'on aime. Et je trouve qu'il y a vraiment cette tension-là en permanence, et des moments où on s'agglutine, la scène de la sieste, où on est les uns sur les autres, où on se colle, et où c'est bon, et au bout d'un moment, c'est trop. Peut-être si tu veux nous parler de ça, et de l'intention, et comment tu as travaillé le cadre aussi, avec ton chef-op. C'est vrai que le cadre... déjà, j'avais fait cette maquette qui, pour moi... en fait, la maquette, c'est vraiment le brouillon du film. Donc, le cadre, je fais des zooms, je prends des captures d'écran. Donc, comme je suis dans le film, c'est vrai que le chef-op n'a pas vraiment de... Ton chef-op, c'est Jonathan Rickbourg. Et donc, c'est vrai qu'au tournage, on avait un lutin, vous voyez, un classeur là, et avec tous les cadres qu'il fallait faire. Bon, des fois c'est un peu contraignant pour l'équipe, mais j'y tenais. Voilà. Donc c'est vrai. Tout était storyboardé. Tout était storyboardé. De toute façon, on a tourné en 14 jours, donc on n'avait pas le temps de se prendre la tête sur les cadres. Et voilà. Et c'est vrai que moi j'ai un peu des trucs comme ça. Sur la tête au milieu de l'écran. Je sais que les chefs-op, ils n'aiment pas quand il y a trop de... Voilà, moi j'ai un peu mes trucs de vide au-dessus de la tête. Après, s'il y a plusieurs écoles, est-ce qu'il faut placer le regard au milieu du cadre ou... Voilà, moi, et toi, ton école moi, je viens de la peinture, en fait. Donc, moi, je ne vais pas couper un portrait là, quoi. Mais ça, c'est mon truc à moi. Mais voilà, je pense que je compose un peu mes cadres plus comme un truc pictural et pas comme quelque chose qui fait qu'on doit être dans l'action.
Donc c'est un peu des portraits qui parlent, quoi. Et alors, le choix des gros plans, enfin il y a beaucoup de gros plans dans le film, c'était aussi pour rendre possible cette grande tricherie par rapport aux petits, quoi. Aux parents. Par exemple, la scène du Fanta, donc on a dû faire une première passe documentaire où on l'a mis dans la situation où sa sœur, qui est sa vraie sœur, qui était là au tournage aussi, avait un Fanta. Donc, il voulait un Fanta. Donc, il finit par dire les mêmes phrases que Raoul, qui sont dans la bande-son, mais sans qu'on lui demande. Si on lui avait demandé, il ne les aurait pas dites. Et il est avec sa mère. Il hurle pour avoir un Fanta et tout. Sa mère, elle a le même paréo que moi, etc. Donc, on le filme en plan serré. Et on prend des notes, on dit voilà, à tel moment, il a dit telle phrase, au moment où moi, je dois dire telle phrase. Donc, ça va raccorder, mais il faut que je regarde là parce qu'il est censé être sur mes genoux. Et après, on refait toute la scène sans lui, gros plan sur moi, mais sauf qu'il n'est pas là. En fait, on parle à quelqu'un qui n'est pas là, mais il faut juste qu'on sache où est-ce qu'il était au moment où il a dit les bonnes phrases qui sont dans la bande-son. Mais sans qu'on lui dise de lui dire. Bref, c'était marrant parce qu'en fait, on arrivait toujours à... C'est ton fond vert à toi, quoi. C'est comme, ouais, c'est comme si voilà, sur un c'est fond ça, mais c'est d'utiliser aussi le réel, de se dire que ça va le faire, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait des moments... Alors, des fois, il disait pas les phrases et j'ai pu récupérer la vraie voix de Raoul dans les enregistrements. Donc, il y a beaucoup la vraie voix de Raoul aussi. Voilà. Qui ressemble à celle d'Esteban. Qui est incroyable. Moi, je trouve assez incroyable. Ouais. Esteban. Il est... je l'ai choisi aussi pour ça, parce qu'il... Enfin, j'aurais pu choisir un enfant très sage qui fait le perroquet. Alors, je lui dis, dis, je veux un Fanta. Il aurait dit, je veux un Fanta. Et puis voilà, ça aurait été plus simple. Mais en même temps, c'est pas du tout le personnage. Donc il fallait par contre, lui, si je lui disais de dire un truc, mais il le disait pas. Enfin, c'était une question de principe, quoi. Donc c'était assez marrant. Il avait très très bien compris tout. C'est marrant parce que en le revoyant, m'est venu, et puis en réécoutant le premier enregistrement, tu parlais de Piala, et j'ai pensé au Garçu, et toujours dans le Garçu, qui est un film que j'aime beaucoup, et en même temps, c'est Piala qui filme Antoine, son fils, et des fois je me dis, on voit, il arrive pas il y a des choses qu'il n'arrive pas à couper parce que c'est son fils, dans des durées de plan et tout ça, et je me suis pas posé la question pour ton film, mais dans ce rapport-là, est-ce que toi, tu as eu ce questionnement-là, ce regard un peu fasciné qu'on peut avoir aussi sur les bêtises de son... c'est pas mon fils, donc... Oui, mais dans l'écriture en disant... oui, non, c'est sûr que... par exemple, concernant sa voix, des fois, il disait la même chose qu'Esteban. Enfin, Esteban disait la même chose que Raoul dans les bandes-sons. Mais je trouvais ça plus mignon quand c'était Raoul. Donc, tu as laissé la voix de ton fils. Ouais. D'accord. Mais... Okay. Ouais. Et la mixeuse, elle me disait, mais c'est pareil, Sophie. Parce que, évidemment, c'était un enregistrement de merde. Elle me disait, mais c'est pareil, Sophie. Sauf que là, il y a un son qui est clean. Et là, non, voilà. Okay. Donc, peut-être, oui, bien sûr. Mais c'est aussi la difficulté du projet. C'est-à-dire, j'avais peur de pas trouver des enfants que j'avais envie de filmer comme je fantasmais le film, parce que c'est même pas que je fantasmais, c'était une nécessité de le faire, mais... c'est un vrai moteur de l'action en plus, Raoul. C'est vraiment, il fait vraiment avancer le film. Il y a un côté comme ça qui non, puis c'était aussi le... Enfin, j'aime bien, moi, quand il y a un peu un challenge, qu'il y a un truc un peu comme ça, formel à faire, difficile. Et je trouvais ça intéressant de faire jouer un enfant de 3 ans, de faire un film sur un enfant de 3 ans. Voilà. Je trouvais que c'était pas courant. 3 dernières questions. Oui, il me semble aussi qu'à la fin du film, il y a une séquence avec des images d'archives où on voit le vrai Raoul pendant un plan. Et c'est aussi un peu la nouveauté par rapport à Voyage en Italie. Et donc je me demandais si cette séquence-là était là dès l'écriture, comment elle est arrivée, parce que
je trouve que quelque part, avec aussi cette histoire racontée, histoire vécue, le film quelque part il gagne un caractère un peu à un niveau méta qui est pas trop le cas de Voyage en Italie, qui est plus à l'échelle 1 des personnages, même s'il y a des gags. Donc voilà, je me demandais comment c'était arrivé. C'est sûr que cette vidéo, elle agit. Toutes les archives de l'été 2016 ont servi à écrire le film. Tous les lieux dans lesquels j'ai tourné sont les lieux dans lesquels j'étais en vacances. Francesco, c'est vraiment Francesco. Ah oui, c'est vraiment. Mais non, mais sauf qu'il a vendu ça. C'était un gîte et en fait, justement, il fallait que je fasse ce film cet été-là parce que il vendait sa maison. Et voilà, et bref. Mais il était là, il n'était pas là. Il était là, mais il n'était pas là. Enfin, j'ai jamais. Alors le joint avec Francesco et tout ça, c'est rajouté au scénario. J'ai pas filmé un joint avec Francesco, mais je trouvais ça marrant qu'il y ait un truc comme ça. Il y a quelques trucs un peu rajoutés, fictionnés. Le mec qui ressemble à Jeremy Irons, c'est le vrai mec qui ressemble à Jeremy Irons. Enfin, voilà. Dans l'ensemble, j'ai pris les vraies personnes. Ma mère, c'est ma mère. Non, et le caca couché de soleil, ça c'est à Pinot. Et c'est vrai, c'est arrivé. C'est arrivé dans. Oui, c'est une bande son. En fait, c'est une bande son, une vraie bande son qu'on a dans les oreilles et qui est arrivée dans ce lieu. On a tout recréé, tout reconstitué. Attends, je fais une parenthèse quand même parce que je trouve cette scène elle est quand même super intéressante par sa beauté. Cette tension là entre il y a vraiment de la beauté qui est filmée quoi dans les cadres, dans les ombres, ta fille et en même temps on est dans du trivial, du caca, ça pue, de l'odeur. On est sollicité en permanence on n'est pas laissé tranquille devant ce coucher de soleil. Raconte-nous comment je trouve que c'est. Non, mais c'était ça, c'était en fait. Comme t'en fais quelque chose de cinéma, quoi. Oui. C'est ça. Qui est au-delà du souvenir. Je sais pas si c'est cinéma, mais en tout cas, il se trouve que j'avais cet enregistrement génial de Claudine qui met l'enregistrement en marche pour continuer donc le récit des vacances. Et au moment où elle le met en marche, il y a exactement ce qu'il y a dans le film. C'est ah mais t'es dégueu, regarde il a marché dans son caca. Donc là c'est foutu. Et sauf qu'on a oublié d'éteindre l'enregistreur. Et donc moi j'ai cette matière là. Et c'est du petit lait quoi en fait. C'est génial. Et là en plus Jean-Phi pète vraiment un plomb. Enfin voilà il devient ouais. Moi, j'ai adoré monter cette scène. Après, le truc qui était compliqué, c'est que on n'avait qu'une seule soirée pour tourner et qu'il n'y avait qu'un seul coucher de soleil, quoi. Donc, il fallait pas se planter. On avait 2 caméras, mais c'est des moments de grâce. Le matin même, on savait pas où on tournait, on n'avait pas de terrain, on y était le matin. Il y avait une ambiance pas jojo parce que on était tous. C'était un tournage très dur. Et en fait, la scène est super. Ouais. Voilà, donc on était... et puis surtout, le petit, pour le coup, là, il n'y avait pas de doublure. C'était un des derniers jours. On a tourné dans l'ordre. Et pour le coup, il est vraiment monté sur nous. Enfin, il était vraiment avec nous, en fait. Donc, en plus, il y a eu ce truc à 2 caméras où on a fait la scène d'un coup, quoi. Sans filet. Et il a fait exactement ce que faisait Raoul, voire même plus. Mais c'était trop drôle. Donc c'est je pense que c'est ça aussi que j'aime bien, c'est quand il y a un espèce de truc qu'on fait en groupe comme ça et on y croit tous tellement alors que c'est impossible à première vue parce qu'il y a toujours une grande part de risque dans les dispositifs que je mets en place que quand on y arrive, c'est comme les coquillettes sur le papier, c'était impossible à faire en 8 jours comme ça et je sais pas. Mais c'est vrai que plus l'équipe est petite et tout, et plus c'est possible aussi de faire ça, de se dire mais non, mais ça rentre pas. Et en fait, ça rentre. Allez, 2 dernières questions. Profitez-en. Sinon, on passe à la dédicace. Il y a pas de... le prochain projet, next, qu'est-ce qui arrive? D'un côté, je bosse sur le... Il y aura un 3e volet, donc voilà. Il y aura un coffret, un coffret DVD des 3. D'accord. Il y a un 3e volet qui s'appelle Divorce à l'italienne, que je suis en train d'écrire. D'accord.
Et parallèlement, je prépare un film. Je ne sais pas s'il va se faire, mais en gros, un film d'action avec des actrices connues. Waouh, incroyable. Incroyable, ouais. Bah, J'en reviens pas moi-même. Mais c'est toi qui étais moteur ou on est venu te chercher ou... Ouais, c'est moi qui étais moteur. Non, mais voilà, je sais pas du tout. Mais c'est un Marvel, il y aura des effets spéciaux, des super-héros. Ouais, quelque part, ouais. Non, c'est pour Studio Canal et voilà, je sais pas. Enfin, de toute façon, voilà, je suis dans une économie qui est pas évidente. Enfin, comme je disais, La Ventura, c'est aussi un film. En gros, on l'a tous fait gratos, le film. On a bossé comme des dingues pendant 2 ans dessus. Donc voilà, il y a un moment... ouais, c'est pas facile, quoi. Donc je me dis plutôt que de faire des films moins radicaux, personnels, dans lesquels que je distille... Voilà, peut-être qu'il faut continuer à faire des choses très radicales où je me sens très libre et faire des trucs, au moins, enfin c'est clair. Je pense que je me sens... j'en sais rien, parce que là, j'en suis qu'au début. Ça se trouve, je vais pas supporter, mais il y a beaucoup de réalisateurs qui font ça, qui arrivent à mener leurs projets radicaux et faire des choses... Il y en a aussi beaucoup qui acceptent des compromis. Pourquoi pas ? Je critique pas, mais je suis pas sûre que moi, je serais capable d'accepter des compromis par rapport à des trucs que j'ai en tête. Enfin, je vois tellement je suis sur des détails et tout, obsédée par des trucs de reconstitution. Enfin, c'est tellement personnel et intime que voilà, je pense qu'il vaut mieux. Donc, du coup, je fais un film où toute mon équipe pourra vivre. on attend de voir ça. Et si on n'a pas d'argent pour faire Divorce à l'italienne, on le fera quand même. Du coup. C'est les vases communicants. Ok. On attend de voir ça. Merci. Ce sera peut-être bien. Qui sait Mais ça sera intéressant dans tous les cas. Ça sera intéressant. Non, mais ça va être bien, ça va être différent. C'est une expérience. Après, c'est des questions, des essais. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Alors on passe à la dédicace. Les DVD sont en vente vers la grande caisse et Sophie les dédicacera aussi là-bas.